Le 11 janvier 1898, malgré de nouvelles preuves établies contre lui, Esterhazy, le véritable coupable du crime de haute trahison dont est accusé Dreyfus, est acquitté. Et Dreyfus n'est toujours pas innocenté. Pour les partisans de Dreyfus, c'en est trop. Face à cette nouvelle injustice, Émile Zola décide de prendre la parole dans une lettre ouverte adressée au président de la République qu'il fait publier à la une de l'Aurore le 13 janvier 1898 et dont voici ici la lecture intégrale. J'accuse. Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs, vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus. Un conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Esterhazy soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. Un homme néfaste a tout mené, a tout fait. C'est le lieutenant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière. On ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant au moyen des romans feuilletons et les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent de nuit des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus. C'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glace. C'est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d'une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l'accusé endormi pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime dans l'émoi du réveil. Et je n'ai pas à tout dire, qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Paty de Clam, chargé d'instruire l'affaire Dreyfus comme officier judiciaire, est, dans l'ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été commise. Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sander, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des fuites avaient lieu, des papiers disparaissaient comme il en disparaît aujourd'hui encore, et l'auteur du bordereau était recherché, lorsqu'un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu'un officier de l'état-major et un officier d'artillerie, double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c'était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux même pour l'en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du Paty de Clam entre en scène, dès qu'un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c'est lui qui a inventé Dreyfus. L'affaire devient son affaire. Il se fait fort de confondre le traître, de l'amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, dont l'intelligence semble médiocre. Il y a bien le chef de l'état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l'état-major, le général Gons, dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais au fond, il n'y a d'abord
que le commandant du paty de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s'occupe aussi de spiritisme, d'occultisme, il converse avec les esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante. Ah, cette première affaire, elle est un cauchemar pour qui la connaît dans ses détails vrais. Le commandant du paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que si elle part, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s'arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l'instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d'expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n'était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j'insiste, c'est que l'œuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gons ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur qu'ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc de leur part que de l'incurie et de l'inintelligence. Tout en plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l'esprit de corps? Ils ont laissé faire la sottise. Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame, qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur. On chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire. Et naturellement, la nation s'incline. Et il n'y a pas de châtiment assez sévère. Elle applaudira à la dégradation publique. Elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos? Non. Il n'y a eu derrière que les imaginations romanesques et démentes du commandant du paty de Clam. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons. Et il suffit, pour s'en assurer, d'étudier attentivement l'acte d'accusation, lu devant le conseil de guerre. Ah! Le néant de cet acte d'accusation! Qu'un homme ait pu être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire sans que leur cœur bondisse d'indignation et crie leur révolte en pensant à l'expiation démesurée là-bas à l'île du diable. Dreyfus sait plusieurs langues. Crime! On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime! Il va parfois dans son pays d'origine. Crime! Il est laborieux. Il a le souci de tout savoir. Crime! Il ne se trouble pas. Crime! Il se trouble. Crime! Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide. On nous avait parlé de 14 chefs d'accusation. Nous n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du bordereau, et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord. Qu'un d'eux, M. Gobert, a été bousculé militairement parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de 23 officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l'avaient pas chargé. Et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient au bureau de la guerre. C'est un procès de famille, on est là entre soi et il faut s'en souvenir. L'état-major a voulu le procès, l'a jugé et il vient de le juger une seconde fois. Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s'étaient pas entendus. On raconte que dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et dès lors, comme l'on comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence d'une pièce secrète accablante, la pièce qu'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu, invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance. Une pièce ridicule, oui peut-être, la pièce où il est question de petites femmes et où il est parlé d'un certain dé qui devient trop exigeant, quelque mari sans doute trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain? Non, non, c'est un mensonge. Et cela est d'autant plus odieux et cynique
qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. Voilà donc, Monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise, et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l'absence de motif, son continuel cri d'innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant de Paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux sales juifs qui déshonorent notre époque. Et nous arrivons à l'affaire Esterhazy. 3 ans se sont passés. Beaucoup de consciences restent troublées profondément, s'inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l'innocence de Dreyfus. Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis de la conviction de M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l'état-major même. Le colonel Sander était mort, et le lieutenant-colonel Picard lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre télégramme adressée au commandant Esterhazy par un agent d'une puissance étrangère. Ce devoir strict était d'ouvrir une enquête. La certitude est qu'il n'a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre. Le fameux dossier Picard, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le dossier Billot, j'entends, le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d'Esterhazy. C'est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le bordereau ne fût de l'écriture d'Esterhazy. L'enquête du lieutenant-colonel Picard avait abouti à cette constatation certaine. Mais les mois étaient grands, car la condamnation d'Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus, et c'était ce que l'état-major ne voulait à aucun prix. Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d'angoisse. Remarquez que le général Billot n'était compromis dans rien. Il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n'osa pas, dans la terreur sans doute de l'opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l'état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis ce ne fut là qu'une minute de combat entre sa conscience et ce qu'il croyait être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s'était engagé, il était compromis. Et depuis lors, sa responsabilité n'a fait que grandir. Il a pris à sa charge le crime des autres. Il est aussi coupable que les autres. Il est plus coupable qu'eux, car il a été le maître de faire justice et il n'a rien fait. Comprenez-vous cela? Voici 1 an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. Le colonel Picard avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs au nom de la justice. Il les suppliait même. Il leur disait combien leur délai était impolitique devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait éclater lorsque la vérité serait connue. Ce fut plus tard le langage que M. Scheurer-Kestner tint également au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ne pas la laisser s'aggraver, au point de devenir un désastre public. Non, le crime était commis, l'état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picard fut envoyé en mission, on l'éloigna de plus en plus jusqu'en Tunisie, où l'on voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d'une mission qu'il aurait sûrement fait massacrer dans les parages où le marquis de Morès avait trouvé la mort. Il n'était pas en disgrâce. Le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne fait pas bon d'avoir surpris. À Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des Sceaux, une demande en révision du procès. Et c'est ici que le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d'abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis tout à coup,
Il paye d'audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. C'est que du secours lui était venu. Il avait reçu une lettre anonyme, l'avertissant des menées de ses ennemis. Une dame mystérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui remettre une pièce volée à l'état-major qui devait le sauver. Et je ne puis m'empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du paty de Clam, en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Dreyfus, était en péril, et il a voulu sûrement défendre son œuvre. La révision du procès, mais c'était l'écroulement du roman feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l'île du diable. C'est ce qu'il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picard et le lieutenant-colonel du paty de Clam. L'un le visage découvert, l'autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l'abomination grandit d'heure en heure. On s'est demandé, avec stupeur, quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy. C'est d'abord dans l'ombre le lieutenant-colonel du paty de Clam, qui a tout machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit au moyen de saugrenus. Puis, c'est le général de Boisdeffre, c'est le général Gons, c'est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant puisqu'ils ne peuvent laisser reconnaître l'innocence de Dreyfus sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l'honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picard, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu'on bafouera et qu'on punira. Ô justice! Quelle affreuse désespérance serre le cœur. On va jusqu'à dire que c'est lui le faussaire, qu'il a fabriqué la carte télégramme pour perdre Esterhazy. Mais grand Dieu, pourquoi? Dans quel but? Donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les Juifs? Le joli de l'histoire est qu'il était justement antisémite. Oui, nous assistons à ce spectacle infâme des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l'innocence, tandis qu'on frappe l'honneur même, un homme à la vie sans tache. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Voilà donc, Monsieur le Président, l'affaire Esterhazy, un coupable qu'il s'agissait d'innocenter. Depuis bientôt 2 mois, nous pouvons suivre, heure par heure, la belle besogne. J'abrège, car ce n'est ici, en gros, que le résumé de l'histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le commandant Ravary conduire une enquête scélérate, d'où les coquins seraient transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis, on a convoqué le conseil de guerre.